Bonjour à tous et à toutes et bonjour Lison Lambert. Bonjour. Bienvenue dans cette discussion en direct sur les réseaux sociaux qui est organisée en collaboration entre Le Point et Quai du Polar. Et je me réjouis de discuter avec vous, Lison, pour la sortie, donc c'est mercredi, dans 2 jours, de Versant Noir, qui est votre premier polar et qui inaugure d'ailleurs une nouvelle collection chez Hugo Publishing qui s'appelle Impact et qui est dirigée par Clémentine Thiebaud, qu'on aime beaucoup. C'est Clémentine, ça. une éditrice hors pair et une fine connaisseuse du genre policier. Donc je me réjouis de l'avoir aux manettes de cette nouvelle collection et je me réjouis de discuter avec vous parce que j'ai adoré Versant Noir. C'est un roman qui nous embarque pour des aventures glaciales et tempétueuses jusque sur l'Everest. Donc moi bien sûr je ne suis pas du tout une alpiniste dans l'âme et j'étais assez transportée et assez sidérée par ce qu'on découvre sur la montagne, sur l'Everest et sur tout ce qui se passe autour et tous les réseaux, les business, les connexions et les- la noirceur aussi qu'il y a dans cet exercice très particulier de l'alpinisme. Est-ce qu'on dit un petit mot peut-être sur cette collection, Lison Lambert, cette collection Impact et sur peut-être son ambition, sa couleur particulière? Est-ce que vous avez envie d'en parler un tout petit peu pour lancer la discussion? Alors, oui, la collection Impact, du coup, c'est une nouvelle collection qui remplace un petit peu chez Hugo, Hugo Thriller, Mhm. nouvellement renommé Impact, du coup. Et moi, je suis le deuxième roman. Le premier roman est sorti début janvier. Et en fait, les maîtres mots, on va dire, c'est vraiment, enfin, ce qui était recherché, c'était d'avoir des jeunes auteurs, autrices qui s'emparent de questions actuelles, sociétales, que ce soit l'écologie, euh, business, enfin, en tout cas des mots qui résonnent aujourd'hui très fortement. Donc moi j'ai eu la chance pas d'ouvrir, mais d'être la première autrice française à apparaître dans cette collection et j'en suis ravie. Et c'est vraiment un beau cadeau. Ouais, Bravo, jeu. c'est vraiment très chouette et je trouve ça en plus particulièrement intéressant d'avoir des polars ou des thrillers qui n'ont plus pour but seul de nous faire frissonner, de nous faire peur et de nous tenir en haleine, mais aussi de venir alerter ou de venir peut-être révéler des questions sociétales, des questions politiques, des questions voilà, d'écologie, d'environnement, de sexisme, d'oppression, de rapport de classe, etc. Moi, je trouve ça très intéressant d'avoir des livres qui à la fois nous tiennent en haleine complètement, et là c'est le cas hein, avec Versant Noir, c'est-à-dire que du début à la fin de ce roman, on se demande vraiment ce qui va se passer et on se demande vraiment aussi pourquoi les choses se passent comme elles se passent, et ça ouvre des pans à la fois d'aventure, on va en parler hein, de cette intrigue d'aventure et de questionnements beaucoup plus profonds sur la marche du monde en fait. Et je trouve ça génial qu'on puisse mêler l'art de faire des polars et de tenir le lecteur ou la lectrice en haleine et en même temps d'amener des vraies questions et des questions de fond. Euh, alors, lisons Lambert, ce roman, donc Versant Noir, c'est l'histoire de plusieurs personnages qui se retrouvent. On est à Katmandou, c'est ça? On est en bas de l'Everest, en fait. Moi, je connais très mal toutes ces régions-là. Hein. J'ai jamais mis les pieds, mais enfin, quand on arrive, on est dans un vieux coucou qui se pose sur une piste d'atterrissage. Les Sherpas sont là, donc les Sherpas sont les gens qui accompagnent les voyageurs dans les ascensions de montagne. Et puis, on a une aventurière qui est jeune, hein, qui a la vingtaine, qui s'appelle Alex, qui est là avec son père. Ce sont des alpinistes chevronnés qui sont français, hein, et j'ai appris d'ailleurs en lisant ce livre que la France était le seul pays du monde où on a une école, un diplôme d'alpinisme et de Ouais. ski. Et il y a 45 personnes qui sont diplômées chaque année, ce qui paraît très peu par rapport au nombre d'appelés et de gens qui ont envie d'aller escalader ces montagnes qu'on pensait infranchissables ou inconquérissables, impossible à conquérir, on va dire. Et donc, ils arrivent là et c'est Annie Ruda, qui est un Sherpa, qui leur a proposé de monter. Et on se rend compte qu'ils arrivent dans un monde, dans un secteur complètement sinistré et que c'est un pays très pauvre, qui est miné par la guerre, qui est miné par des séismes, qui est miné par la corruption et où en fait c'est une espèce de lutte pour survivre et pour garantir une espèce de solidité ou de renforcement
renforcement économique à un pays qui va mal. Et donc, il y a vraiment un Mm. business, il y a vraiment des enjeux, et il y a vraiment des gens qui viennent de arrière-plan très meurtris socialement, qui ont perdu des membres de leur famille dans la guerre, qui ont été malmenés, qui survivent comme ils peuvent et qui se trouvent une vocation de Sherpa. Et en fait, la concurrence est rude. Et donc, ils vont monter quand même une expédition avec d'autres membres de l'expédition. Et puis, il y a deux jeunes femmes, il y a un colosse qui voilà, se veut descendant d'un alpiniste mythique. Voilà, tout le monde veut monter en haut de l'Everest. Il y a différentes faces, hein, vous allez nous expliquer, mais il y a différentes façons d'aborder l'Everest aussi, le sud, le nord, etc. Ouais. Ça coûte pas le même prix, mais ça coûte des tarifs qui sont vertigineux. Ça Mm. se fait dans des conditions qui sont évidemment très dangereuses. Et en montant, eh ben, on va croiser des cadavres, on va croiser des cadavres qui sont même un peu des points de repère avec des baskets vertes, etc. On va trouver parfois des ossements d'alpinistes moins chanceux. C'est vraiment une aventure assez sidérante. Et en même temps, vous nous l'expliquez, hein, je crois qu'il y a 15 tonnes de déjections humaines entre la base 1 et la base 2. Enfin, en même temps, les gens laissent derrière eux à la fois des déchets, alors des bouteilles en plastique, des emballages, etc. Et en même temps, ils laissent des déjections et des choses complètement dégoûtantes, quoi. Enfin, c'est assez hallucinant de voir qu'on est à la fois dans le sauvage et en même temps dans une espèce de décharge orchestrée par cet appétit de monter de grimper sur cette montagne, quoi. Voilà pour mon pitch qui est un petit peu, je sais pas, peut-être un petit peu trop plein de mes émotions de lectrice, mais en même temps, j'en ai ressenti plein en lisant. Et c'est ça aussi qui m'a frappée, c'est de découvrir cet Everest sous cet angle-là. Avant de parler de l'intrigue, j'ai envie de parler de l'idée de base, c'est-à-dire Lison Lambert. Qu'est-ce qui vous a donné envie à un moment donné? Je ne sais pas si vous êtes alpiniste ou pas, si vous êtes grimpeuse. En tout cas, on est vraiment dedans. Donc, à mon avis, vous avez quand même déjà pratiqué ce genre de sport. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller chercher cette intrigue-là et de la camper dans cet endroit-là du monde? Alors, la montagne, c'est sûr que c'est un thème qui me tient à cœur. Alors, je suis pas alpiniste, mais depuis toute petite, je fais des randonnées, je fais de la randonnée en haute montagne, principalement, dans les Hautes-Alpes. Et donc, ça a toujours été un lieu pour moi et rassurant et familier. Et même si je suis pas née là-bas, hein, moi je viens d'Orléans, donc il n'y a pas vraiment de montagne, mais en tout cas, ça a toujours été un rendez-vous pour moi, la montagne, tous les étés. Et donc, c'était dans tous les cas mon premier roman, je voulais qu'il se passe à la montagne. Et l'Everest, en fait, c'est arrivé au moment. En fait, j'ai commencé à réfléchir à mon histoire en 2019. Et c'est vraiment l'année, à l'été 2019, et en fait, la haute saison, avril d'avant, c'était vraiment l'année hécatombe sur l'Everest. Il y a eu énormément de morts. Il y a eu une avalanche qui a enseveli. Ils étaient 8 Sherpas, je crois, et pas mal de touristes par ailleurs morts dans les environs. C'est celle qui est Et dans le roman, là, c'est celle qui tue 20 personnes. c'est ça, oui, celle-là, elle a existé. Ouais, ouais. Hmm. Et il y en a d'autres, hein, mais celle-là a été particulièrement meurtrière. Et, euh, et du coup, moi, je vois tout ça et surtout, je vois ça au travers les réseaux sociaux qui commencent à ce moment-là à, à en parler. On voit sur les vidéos, enfin, on voit vraiment ces embouteillages. Et voilà, je me suis dit, il y a un problème, il y a forcément un problème quand on voit ces images-là. Pourquoi tout ce monde, pourquoi tous ces gens et pourquoi autant d'enjeux sur cette montagne, qui est certes la plus haute du monde, mais c'est pas forcément la plus belle. En tout cas, bon, ça dépend des avis. Et donc, je me suis dit, bon, au lieu de faire une histoire qui va se passer dans les Hautes-Alpes, comme peut-être au début je projetais, je me suis dit, autant parler de la montagne, symbole, en fait, qui peut parler à tout le monde et surtout traiter de ces problématiques qui ont lieu là-haut, euh, qui, euh, qui ont lieu aussi en France, au Mont Blanc, à plus petite échelle, mais qui sont quand même plus ou moins, qui vont tendre à ce rapport-là, sans la corruption dont je parle au Népal. Mais néanmoins, voilà, il y avait j'ai décidé vraiment de choisir l'Everest pour toutes ces raisons-là, en fait. Hmm. Voilà. Et comment vous expliquez, ça c'est un peu un grand mystère, je vais juste remettre la lumière, il y a une minuterie là où je suis. Voilà.
Ça, vous me verrez mieux, on se verra mieux. Comment vous expliquez cet appétit pour la montagne et en même temps cette pulsion qui est presque suicidaire? Parce que il y a des passages très intéressants que j'ai notés, hein, dans lequel en fait vous essayez de décortiquer un peu ce qui se passe dans la tête de ces gens qui sont très nombreux et qui se donnent des moyens colossaux en fait, qui cherchent des sponsors, qui préparent leur voyage pendant des années, qui se préparent physiquement, qui parfois ne sont pas prêts. Par exemple, il y a un des personnages qui part dans l'expédition, une jeune femme, et on voit bien qu'elle n'est pas prête. Et d'ailleurs, Alex le voit aussi et elle tire un peu la sonnette d'alarme tout en ayant mauvaise conscience de le faire, mais en même temps, elle dit, mais c'est un problème quand même de partir comme ça. Et en même temps, eh ben, elle va y aller quand même. Les gens vont se battre, les gens vont se démener, alors que d'une part, ça pose un problème écologique, d'empreinte carbone, et pour mille raisons, c'est pas extraordinaire de faire ça. Et en même temps, on risque de mourir. Enfin, même si il y a plein de monde et si on a l'impression que les expéditions se succèdent un peu les unes après les autres, voilà, on peut quand même y laisser sa peau et il y a tout un tas de gens qui vont mourir dans votre livre. Sans dire lesquels et sans dire forcément que ce sont ceux auxquels si on est attaché à eux ou pas, mais en tout cas, on voit bien que la mort est omniprésente dans cet endroit. Comment vous expliquez cette espèce de pulsion assez incroyable de grimpe, quoi, de cet endroit-là Alors, particulièrement. bah, de cet endroit-là en particulier, il y a quand même une question d'ego. C'est quand même extrêmement égotique de vouloir grimper cette montagne-là. Il y en a plein tout autour qui sont tout aussi belles, encore plus compliquées à grimper. L'Everest n'est pas, techniquement en tout cas, et du côté népalais, parce qu'en effet on peut y grimper par les deux côtés, mais on y reviendra. Mais du côté népalais, techniquement, ce n'est pas très dur. Le plus dur là-haut, c'est vraiment le manque d'oxygène parce que plus de 8000 mètres. Et en fait, pour moi, c'est vraiment c'est de l'ego. Et en même temps aussi le dépassement de soi, se prouver à soi-même qu'on peut faire quelque chose. Et après, bien sûr qu'il y a autant de grimpeurs que de raisons de grimper l'Everest. Là, pour le coup, c'est un peu cliché pour sa raison propre. Et du coup, pourquoi l'Everest? Déjà, ceux qui y vont, c'est qu'ils ont les moyens. Mm. Et, euh, et vraiment, et voilà, pour moi, c'est de l'ego, parce qu'il y a d'autres montagnes à grimper, quoi. Mais il y a le côté symbolique d'être au sommet du monde, moi, au sommet du monde. Il y a quand même vouloir dépasser le sommet du monde, quoi. C'est intéressant d'avoir choisi un personnage, le personnage évidemment auquel on s'attache et qui est un peu le personnage pivot de ce texte, c'est Alex, hein, c'est cette jeune femme de 25 ans qui décide de partir. Bon, elle est avec son père, hein, donc elle est pas non plus, c'est pas une tête brûlée, mais et on sent qu'elle le dit à un moment donné, c'est le rêve de son enfance. Sa mère l'avait entraînée à un point qui était devenu complètement absurde d'ailleurs, et son père avait un peu recadré les choses, donc. Elle a un rapport assez noble à la montagne et à l'alpinisme. Et en même temps, je dis que c'est intéressant que ce soit une jeune femme parce que en lisant, je me disais, il y a un petit côté masculinité toxique quand même dans dans cette volonté de conquérir le sommet dont vous venez de parler et de dire, bah voilà, le côté égo, je veux planter mon drapeau en haut de l'Everest, c'est le plus haut sommet du monde. Et elle va en croiser plusieurs, hein, des personnages masculins. Et elle est vraiment confrontée à cette masculinité toxique qui revient à plusieurs moments dans le texte. Qu'est-ce que vous vouliez dire là-dessus, justement? Est-ce que pour vous, il y a d'un côté ce désir conquérant qui est très virilité mal placée, et de l'autre, est-ce qu'on peut penser qu'il y a quand même des gens qui font ça par noblesse d'âme et par prouesse sportive et quelque chose d'un peu philosophique, qui est une envie de voir les toits du monde, quoi? Ouais. Ouais, mais je pense que c'est les deux, hein. Clairement, ça peut être pour les bonnes raisons. Il y a les bonnes et les mauvaises raisons, mais même si au final, ça fait toujours trop de monde là-haut. Mais c'est vrai qu'Alex, oui, c'est son rêve, parce que c'est le poster qu'elle a dans sa chambre, c'est la montagne qui lui parle, en fait. Alex, dans sa tête, elle personnifie un peu cette montagne. Elle a été élevée avec cette image dans la tête, et, euh, et donc euh, il y a forcément un peu d'ego, mais il y a aussi, elle, c'est se libérer en fait de ce poids de la compétition. Elle n'est pas en compétition en fait avec les autres, elle est en compétition avec elle-même, mais c'est se libérer aussi de ce poids de pouvoir faire quelque chose toute seule et avec son père, parce que son père est dans l'histoire en effet,
Et pour elle, c'était important de lier. Pour elle, c'est une aventure familiale avant tout. Et surtout, c'est la beauté de la montagne, parce que l'Everest est beau aussi. Hmm. Alors justement, je reviens sur ma question initiale de la jeunesse du texte et de la façon dont vous l'avez pensé, développé, écrit, etc. Euh, vous me disiez que vous n'avez pas fait de l'alpinisme donc sur des hauts sommets, etc. Pourtant, quand on est avec vos personnages, on a la sensation d'étouffement, la sensation de vertige, le mal des montagnes, euh, la sensation du froid, des organes qui gèlent. Vous allez ensuite loin dans la description de ce que peut faire sur un corps la haute altitude, la très haute altitude. Et en même temps, géographiquement, vous êtes aussi dans quelque chose de très détaillé, c'est-à-dire que on voyage depuis l'aéroport jusqu'au sommet, la redescente, les différentes étapes, la ville, les bas-fonds. Enfin, on est vraiment géographiquement dans quelque chose de très élaboré, de très détaillé et de très crédible. Comment est-ce que vous avez travaillé cet aspect-là des choses? Est-ce que vous y êtes allé? Enfin, comment vous avez fait ça? Est-ce que vous avez interviewé des gens qui connaissent? Parce que c'est assez remarquable. Alors, j'ai interviewé des gens qui connaissent, qui y sont allés, qui n'ont pas grimpé l'Everest, mais en tout cas qui y sont allés et qui ont travaillé avec les Sherpas. Donc moi, j'y suis pas allée personnellement. Ça coûte trop cher, en fait, tout simplement. Et en fait, Google Maps m'a beaucoup aidé. Voilà, au niveau des paysages, des trajets. J'ai regardé énormément de documentaires. Je me suis documentée là-dessus aussi, et sur les descriptions, ça plutôt dans des récits d'ascension. Et puis moi, je me souvenais justement en rapport à Katmandou, à la ville, à la pollution dont fait l'objet Katmandou, et vraiment qui est une des villes les plus polluées du monde. Bah, ça, c'est juste un cours de cinquième au collège dont je me suis rappelée, et ça tombait bien parce que j'en ai eu besoin pour la suite. Mais voilà, donc c'est beaucoup de documentation. Et après la montagne, après c'est les doigts qui écrivent tout seuls pour la montagne. Enfin, il y a quelque chose qui est là, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est dingue, c'est dingue. Moi, je pensais que vous aviez parlé à des gens qui avaient été amputés des orteils ou je ne sais quoi, parce que c'est assez dingue à quel point vous incarnez le ressenti physique de la montagne. Bah oui, en tout cas après pour les conditions extrêmes, moi j'ai jamais fait vraiment. Enfin j'ai pas failli mourir de froid, j'ai pas eu même d'engelure ou quoi que ce soit. Mais après en effet c'est dans les récits, c'est dans la description en tout cas de ces souffrances-là. C'est vraiment voilà mon interprétation de ce que j'ai lu ou vu ou entendu. Et par contre, pour ce qui est de l'effort montagnard, on va dire, avec vraiment l'effort long, la montée, où on s'arrache un peu, entre guillemets, ça, pour le coup, j'ai utilisé mon ressenti pour l'avoir déjà enfin, fait, quoi, Hmm. vécu. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de ces Sherpas qui sont dès le début du roman, qui sont présents et qui sont clairement à l'affût et sur la brèche, quoi. On sent qu'ils sont ce sont des gens qui ont chacun est très différent. Et en même temps, chacun porte quelque chose de lourd sur son dos et chacun est pris à la gorge. Et on voit que à travers, nous, on a l'idée du Sherpa, je sais pas, qu'on peut avoir dans Le Sommet des Dieux, là, cette bande dessinée qui est magnifique, ou d'autres. On a quelque chose d'un peu ancien. Et ça, c'est présent dans votre livre, hein. La religion, les signes, les croyances, les traditions, le savoir aussi de la montagne, etc. Et en même temps, ils ont à leur suite, ils sont poursuivis par un contexte géopolitique ultra tendu et qui vraiment les met comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler d'eux et nous dire un peu bah, quelle est la situation concrètement politique, sociale dans laquelle ils évoluent? Alors, pour le coup, les Sherpas, souvent, en effet, ils sont issus de familles d'agriculteurs. Et ils deviennent porteurs. En fait, souvent, c'est quand même assez hiérarchisé. Il y a d'abord les coulis, qui sont, comme je le raconte au début du roman, c'est vraiment, souvent, ça peut être des enfants. Ça peut commencer assez jeune. Alors maintenant, ils essaient de réglementer au niveau de l'âge, mais il n'y a pas vraiment de façon de vérifier. Et donc, des porteurs qui effectuent le trek entre Lukla et le camp de base de l'Everest, ou d'autres camps de base, en tout cas au Népal.
Et donc ça, c'est vraiment porteur-porteur. Et sinon, il y a les climbing Sherpa. Donc, parce qu'au niveau des Sherpas, il y a quand même les Sherpas qui sont vraiment le peuple Sherpa, avec le S majuscule, euh, qui sont vraiment une ethnie là-bas et qui sont en effet sculptés pour la montagne, qui ont des poumons, enfin voilà, qui ont des capacités respiratoires, pulmonaires, une force de la nature assez, enfin voilà. Et il y a ceux qu'on appelle les Sherpas sans S majuscule, du coup, qui ne sont pas forcément qui font pas forcément partie de l'ethnie Sherpa, qui eux sont ceux qui vont grimper, qui vont accompagner les clients jusqu'au sommet ou pas, mais en tout cas qui vont acheminer tout le matériel et y compris faire du secours à la personne si nécessaire. Et souvent, oui, les Sherpas, ils commencent en tant que coulis, ensuite ils deviennent Sherpas. Ça dépend en fait de leur situation, de comment ça se passe. Tout le monde sait que c'est un métier extrêmement dangereux. Après, c'est quand même 3 fois la paye locale, une expédition. Souvent, ils se limitent à 2 expéditions par an, ce qui est en fait déjà énorme parce que la plupart des gens n'en font qu'une. Et en fait, c'est vraiment l'attrait financier qui les pousse à faire ce métier-là. Il n'y a pas beaucoup de Sherpas qui sont passionnés par la montagne et par voilà eux c'est se mettre au service d'eux et et puis et des fois payer les pots cassés aussi mais voilà c'est et il y en a qui font ça 1 an dans leur vie, il y en a qui font ça toute leur vie et aujourd'hui ce qui est euh, mieux c'est que il y a quand même des Sherpas maintenant que les réseaux sociaux existent aussi. En fait on commence beaucoup plus à parler d'eux et eux prennent la parole aussi sur les réseaux, commencent à monter leur propre agence d'expédition. Ça fait un petit moment déjà, mais et là maintenant ça commence à communiquer et du coup c'est plus juste des savoirs, enfin des comment on dit, ils sont plus là juste pour aider les gens. Ils mettent aussi en lumière leur métier et essaient de pimper un peu les expéditions et qu'ils organisent en tout cas. Hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu aussi de l'impact guerre, conflit qu'il y a pu y avoir dans cette zone-là géographique sur la vie des gens et la façon dont finalement il y a eu aussi d'autres enjeux politiques qui se sont tissés dans cette région et qui ressurgissent aussi dans les choix, dans la vie, dans tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors ça, je l'ai vraiment lié dans la fiction. Mais pour le coup, je j'ai pas plus d'éléments que ça sur l'impact vraiment de la guerre civile népalaise Mm. à vraiment ce qui s'est passé sur ces populations, en tout cas celles de la vallée du Kumbu. J'ai pas vraiment trouvé de précision là-dessus et voilà. Mais par contre, j'ai juste voulu mêler ces 2 histoires pour recontextualiser un petit peu ce qu'ont pu traverser éventuellement les habitants. Je sais pas Mm. si c'est ces habitants-là, mais en tout cas, c'était plus pour une remise en contexte et géographique et politique que vraiment lier ça à l'histoire de l'Everest en fait. Hmm. Vous aviez envie en fait d'aborder aussi cette part-là à laquelle nous, enfin moi quand j'ai lu le livre, je me suis dit bah oui c'est vrai qu'il y a ça en fait. On n'y pense pas du tout dans notre imagerie, l'Everest, le Népal, l'Ascension, les Sherpas, etc. On est dans quelque chose, en tout cas pour ce qui me concerne, hein, d'assez romantique. Et vous nous rappelez quand même qu'il y a une réalité cruelle aussi derrière la vie de ces habitants, dont nous, mais alors sous nos latitudes, on en a absolument rien à faire quoi. Bah, comme souvent, quand la guerre elle est pas à notre porte, on l'oublie assez rapidement. Mais là, ce qui m'intéressait, ça me parlait important de parler de cette guerre-là parce qu'elle a fait bon déjà énormément de victimes surtout, mais c'était aussi une guerre du viol en Hmm. fait. C'était l'arme principale des soldats, c'était le viol. Donc voilà, ça m'intéressait de. Aujourd'hui, les femmes népalaises ne prennent toujours pas ou très très peu la parole par rapport à ça, parce qu'en fait, ça a peu évolué au niveau de la parole qui se libère à cause des castes et tout ça. Donc en fait, voilà, c'était juste pour en parler, alors même si c'est pas le sujet du livre, c'était en tout cas glisser cette information-là. Qu'en fait les femmes ont encore douillé via une guerre pas très loin, au Hmm. final. Oui, et c'est une information que que vous
intriqué dans le texte de manière subtile, qui, enfin, notamment ce personnage qui va prendre la parole, c'est assez tardif. En même temps, c'était aussi une question que je voulais soulever avec vous, parce que à plusieurs reprises dans le texte, j'ai dit tout à l'heure pour l'alpinisme, mais en fait, il y a cette question de masculinité toxique et finalement de femmes qui, que ce soit dans un contexte sportif, que ce soit parce que elles sont tout simplement là et que ben, elles sont désarmées et vulnérables, ou voilà, on voit qu'il y a plein d'interstices, de brèches par lesquelles eh ben, la domination masculine va s'exprimer sur la vie de vos différents personnages féminins. Comment est-ce que vous avez construit ça et finalement, est-ce que ça ajoute une difficulté supplémentaire quand on écrit un thriller ou un polar, un roman noir, eh ben d'avoir ce message à faire passer là aussi et de dire, bah moi, en fait, je veux pas écrire juste gratuitement une histoire d'aventure, etc. Je veux qu'il y ait un message qui parle de bah, la domination masculine et de la façon dont les femmes, chacune avec son histoire, avec sa vie, essayent de se débrouiller avec ce qui s'est présenté sur son chemin et qui est complètement injuste en fait. Comment vous avez travaillé cette matière-là? Et ben, je l'ai pris dans ma vie. En fait, c'est une réalité que j'ai essayé de retranscrire. Et surtout, dans ce milieu-là, c'est entre guillemets aussi assez facile parce qu'il y a quand même assez peu de femmes. Il y en a de plus en plus et il y en a des superbes alpinistes femmes. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté assez macho de l'alpiniste ou du grimpeur qui veut rendre service. Qui veut rendre service parce que petite chose, équipière, petite chose. Donc ça part toujours d'un bon sentiment, mais au final, c'est toujours c'est de l'ordre du conseil et voilà. Donc en fait non, j'ai juste ça faisait des personnages aussi. Moi, je m'intéresse beaucoup aux personnages et des fois, même si ça peut être un peu cliché. Au moins, je me suis mariée à l'écrire, hein, en tout cas un des personnages Mallory. Et au final Alex arrive à le retourner parce qu'il se rend compte lui-même qu'il est ridicule. Donc, tout en ayant pas du tout mauvais fond, mais mauvaise forme, quoi. Et ça, c'est dans nos vies de tous les jours. Donc, voilà, c'était inscrire ça dans le contexte de la montagne, de la randonnée, de l'ascension, de l'effort. Mais l'effort peut être aussi bien fourni par les femmes que par les hommes. Hmm. Voilà. Oui, et ce fameux Mallory, c'est vrai il est particulièrement drôle parce qu'il a ce côté ultra paternaliste. Il l'appelle ma petite Alex tout le temps. Donc, et elle riposte en l'appelant mon petit. Enfin, c'est assez. J'ai trouvé que ça, c'était aussi des poches de respiration. Et c'est là que c'est intéressant aussi votre travail d'autrice parce que vous faites un roman qui est à tous les sens du terme complètement écrasant et qui nous prive un peu d'oxygène, littéralement, parce qu'on est avec ces personnages, on se demande s'ils vont s'en sortir, on les voit, parce qu'évidemment ça tourne à la catastrophe, hein, tout ça, enfin très vite dans la montagne, évidemment. Et en même temps, il y a ce personnage-là qui petit à petit est un peu décapsulé là par Alex et qui finit par effectivement se rendre compte que tout ça est un petit peu dérisoire et que finalement la petite Alex, elle en a quand même elle a du ressort et que voilà, ces femmes-là, elles sont aussi solides. Et j'ai trouvé que c'était, comment dire, un tour de force d'écrire un texte qui à la fois nous prend à la gorge, qui nous angoisse et qui en même temps est plein de surprises déjà, plein de moments où ben, on souffle. Il y a quand même une histoire d'amour aussi. Il y a même deux histoires d'amour. Bon, il y a des tragédies et des drames, mais il y a deux histoires d'amour qui sont belles et qui nous touchent. Comment est-ce que vous l'avez construit, ce roman savamment dosé? Est-ce que vous aviez un plan? Est-ce que vous saviez dans quelle direction vous vouliez amener vos personnages? Est-ce que ces histoires d'amour étaient planifiées? Ou est-ce que vous vous êtes laissé surprendre? Moi, j'ai du mal à croire que ça puisse être un texte dans lequel on se lance sans avoir un plan bien écrit d'avance. Mais peut-être que vous allez me surprendre. Alors, bon, moi, faut savoir que je suis nulle en plan. Tout ce qui est structure, c'est des maths en fait. Et il y a vraiment des auteurs et des autrices très bons pour ça. Moi, j'ai beaucoup de mal à me tenir à un plan, sachant que tout change tout le temps, tout bouge tout le temps, et voilà. Mais c'est vrai que ce roman, il y a au moins 18 versions en fait. L'ayant commencé en 2019, euh, c'était le premier. Du coup, j'ai pris tout.
tous les mauvais chemins possibles et inimaginables, toutes les fausses bonnes idées, j'ai tout fait. Donc il y a eu vraiment, ça a été très long. Et surtout, au début, il faisait 3 fois ça. Enfin, il faisait 750 meetings, c'était Ah oui. Mm. dantesque. Je n'en voyais pas le bout, je voyais pas comment je pouvais m'en sortir. Et ça a été beaucoup de hauts et de bas. Et en fait, j'ai décidé à un moment d'en revenir à l'essentiel, de vraiment faire table rase. Et ça, c'était il y a 1 an et demi, en fait, et de me dire, bon, qu'est-ce que je veux raconter au final? L'Everest, oui. Et puis, les histoires d'amour, non, elles sont arrivées. J'en avais déjà une, mais pas deux, forcément. Et, euh, et pour moi, je suis pas très douée pour écrire les histoires d'amour, donc mais ça m'intéressait comme de comment là sur l'Everest, comme tout est amplifié, tout est de l'ordre de la survie, euh, pour moi, il y a que l'amour qui va très bien avec cet état de de sidération, de transcendance, donc l'histoire d'amour, elle est bien là-dedans. Après, j'ai appris sur le tas pour l'écrire parce que j'en avais peu écrit avant et c'était pas forcément ma came. Mais bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Moi, j'ai adoré les histoires d'amour, elles sont super. Et je trouve ça assez dingue, le fait d'être passé de 3 fois ça à quelque chose de... Effectivement, on sent que c'est très dense, très ramassé et très tenu. Je trouve ça remarquable d'avoir, comment dire, condensé une idée large. Et effectivement, le texte est bien dans cette forme peut-être plus ramassée. Je pense que ça dit la célérité de l'intrigue et en même temps le côté très écrasant de tout ce qui se passe et de ce qu'on découvre aussi, de ce qu'on apprend sur la façon dont ça tourne là-haut sur l'Everest et les informations sur l'écologie que vous nous donnez, sur la politique, sur la géopolitique, sur la cupidité, sur comment ça s'appelle, la corruption. Enfin, c'est un roman qui est, c'est une très bonne décision. Je sais pas qui est votre éditrice, peut-être que ce serait Clémentine Thiebaud, ça m'étonnerait pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne décision d'avoir choisi cette forme plus ramassée. On a une question de Tasha Gennaro, qui est Natacha Levé, je crois bien, qu'on adore et qui est une formidable spécialiste du roman noir, qui nous demande, très impatiente de lire ce roman, et à juste titre, et je pense qu'elle aimera beaucoup, je me demandais si vous aviez choisi d'adopter le point de vue d'Alex ou si on avait plusieurs points de vue. Et est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé d'emblée? Ça, c'est une très bonne question. Et ben, c'est une très très bonne question parce que au début, en effet, tous les personnages enfin, c'était vraiment omniscient. Et en fait, pour me recentrer et pour arriver à me mettre dans des rails, en fait, j'ai vraiment pris Alex comme personnage principal. Mais au début, c'était pas forcément le personnage principal. C'était vraiment tous les personnages étaient les personnages principaux, en fait. Et elle est devenue ce qu'elle est devenue vraiment dans ouais, les 2 dernières versions, en fait, Alex. Voilà. Mhm. Oui, et du coup, on a ces voix, on a d'un côté ces plongées dans sa tête à elle, et en même temps, on a aussi, vous avez conservé quand même aussi ce côté point de vue qui surplombe aussi le texte. Donc ça, c'est intéressant d'avoir fait ce côté un petit peu hybride. Enfin, je trouve ça assez malin pour un texte comme celui-là. Je conseille, hein, par parenthèse, de lire l'encyclopédie, enfin le dictionnaire du roman noir français de Natacha Levé au PUF. Je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est Pas encore. absolument génial. Oui, moi j'avais envie aussi de vous demander sur la... C'est compliqué avec un tel polar, on en parlait avant de commencer le live, mais de ne pas révéler trop de choses sur l'intrigue et sur les surprises qu'on a. Mais qu'est-ce que vous aviez envie peut-être de dire ou de dénoncer sur ce qui se passe et sur cet attrait qu'exerce l'Everest? Qu'est-ce que vous aviez envie de dire à travers cette intrigue et à travers peut-être ces différents rebondissements, si vous arrivez à ne pas non plus les révéler, mais à nous parler de votre ambition politique, en fait, parce que c'est aussi un texte politique quand même. Ouais, ouais. Ben, je trouve qu'en résumé, faut arrêter, faut laisser de l'air à l'Everest. Donc je pense faudrait prendre des décisions radicales et ne plus grimper cette montagne, au moins pendant les 10 ans à venir.
tellement c'est un détail, mais j'ai lu il y a pas longtemps que en fait, même quand on arrive sur le camp de base, ça sent, ça pue quoi. Ça sent la pisse. C'est tellement, il y a du monde et c'est pas géré, les déchets en effet, la pollution et tout ça. Et donc c'est une montagne qui a besoin de respirer. Et et voilà, après, forcément, tout est en contradiction parce que arrêter ce business-là, le Népal en a énormément besoin. Donc, mais faudrait trouver il y a déjà des solutions qui sont en train d'être mises en place. Une charte propreté pour que les gens déjà redescendent leurs déchets, tout ça. Il y a aussi l'augmentation du permis qui aura lieu là, qui va être du permis d'ascension, qui Mm. va avoir lieu le 1er septembre prochain, qui Mm. sera augmenté, mais de 4 000 euros. Alors, 4 000 euros, ça, quand on est prêt à payer 40 000 euros pour une expédition, je suis pas sûre que ça change vraiment la donne. Mais il y a des mesures qui sont mises en place comme ça. Et à côté, à contrario, il y a une route qui a été commencée d'être construite en 2014, je crois, qui a été interrompue à cause du séisme, bien sûr, en 2015. Mais la route, ça y est, elle est quasiment terminée, qui rejoint l'Oukla à l'Everest. Donc, en fait, pour acheminer encore plus de gens, encore plus de matériel. Et, euh, et même là-haut, là, en ce moment, il y a des manifestations de la part des habitants, de la part des locaux pour stopper les trajets en hélico, qui sont c'est 60 trajets par jour. Enfin, c'est une nuisance, en fait, et même pour les habitants, là, pour le coup, qui se plaignent de ça. Donc, ils font des manifestations en ce moment. Donc, là, ce que je voudrais dire, c'est il y a tellement d'autres montagnes à grimper et il y a vraiment des sommets à préserver. Mais comme partout sur Terre, il y a des endroits, ce qu'on appelle les zones vierges, qui sont vraiment les zones blanches, qui sont vraiment vierges de toute trace humaine. En fait, il y en a de moins en moins et bientôt il y en aura plus. Et ces zones-là, c'est important de les conserver. Et l'Everest devrait revenir pendant un petit moment, en tout cas, une zone blanche, quoi. Mais Oui. voilà. Mais il y a un passage où votre personnage énonce clairement ça dans une discussion et dit qu'en fait, des zones blanches, il n'y en a presque plus, que on est allé mettre un drapeau sur la Lune et que là, on est en train de lorgner sur Mars. Et en fait, le livre, l'un de ses grands intérêts, c'est aussi qu'on voit le côté désespérant de cette fin absolue de s'approprier tout un tas d'endroits et cette incapacité parce que pour des questions de cupidité et aussi de besoins légitimes, parce que vous le dites très justement, mais c'est vrai que ils ont besoin, c'est leur économie, quoi. Enfin, ça rapporte de l'argent Ouais, ouais. et en même temps, ben, on arrive à des trucs qui sont complètement délirants et en fait, le vrai crime. Pour pas spoiler non plus le texte, mais le vrai crime, c'est aussi un écocide qui a lieu par excès de convoitise et de gestion d'argent et d'économie mondiale et d'incapacité de mettre un stop. Et on pense, ça n'a rien à voir, mais enfin en termes de géographie et de paysage, mais on pense à Venise, on pense à tous ces endroits qui sont Mm. et dont on sait que les gens poussent un cri d'alarme en disant, mais en fait, notre endroit, notre lieu de vie est en train d'être pourri et détruit par surenchère touristique. Et ça, c'est assez incroyable d'avoir réussi à le mettre dans un thriller, je trouve, Mm. de mettre de tels enjeux. Cool. Vous en avez parlé, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant aussi. On découvre que les différentes faces, les différents versants de l'Everest ne sont pas soumis déjà au même pays, aux mêmes frontières et aux mêmes lois, ni au même argent. La face nord et la face sud, c'est pas les mêmes, c'est pas la même façon, c'est pas la même gestion. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que moi j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, ça a coupé, pardon. Ah, J'ai pas vous la avez question. entendu ma question? J'ai l'impression qu'on se... Euh, je peux parler des deux côtés, c'est ça? Des deux côtés de Oui, l'Everest de la face Oui, nord et de la face sud, parce que vous nous expliquez que c'est pas soumis aux mêmes règles et que ça se passe pas de la même façon en fait, parce que c'est c'est pas les ça. mêmes pays. C'est ça. Bah, il y a bien sûr donc le côté sud, donc le côté népalais. Et l'Everest est accessible par deux voies principales, on va dire. Le nord et le sud. Et au nord, c'est le côté tibétain.
donc entretenus par le gouvernement chinois. Et là, en effet, donc le nombre de permis par an est limité. Ce qu'ils vont essayer de faire aussi au Népal, mais c'est dans les tuyaux, mais c'est toujours pas avéré. Mais aussi côté tibétain, et demander une certaine expérience en fait, et une certaine expérience d'avoir grimpé déjà des 8000. Pour information, il y en a 14 dans le monde, donc il y a de quoi faire en plus de l'Everest. Mais en effet, c'est beaucoup plus régulé, mais aussi parce que l'économie de la Chine ne repose pas que sur l'ascension de l'Everest, et donc c'est, euh, là, c'est régulé, ouais, de ce Mm. côté-là. Et encore et toujours, on est dans des injustices socio-économiques qui sont vraiment liées au contexte du pays, et C'est ça. qui, selon s'il est plus ou moins vulnérable, à une espèce d'appétit, d'appétit du plus donnant, quoi, et du plus offrant, au mépris et puis en plus de la santé des gens qui grimpent, parce qu'il faut voir Ouais. aussi, enfin, à un moment, laisser des gens aller se suicider dans des montagnes, ça paraît quand même un peu hallucinant. Le roman se termine notamment sur un discours. Ah là là, pardon. Voilà, retour à la lumière sur un discours scientifique assez pessimiste. Et Ouais. bah voilà, un peu. Alors, bon, est-ce que vous arrivez à garder un peu de foi en l'avenir? Est-ce que vous aviez envie de conclure là-dessus parce que bah, vous n'êtes pas optimiste non plus? Quel était le message que vous aviez envie de transmettre après avoir fait toutes ces recherches traduites en un thriller palpitant? Alors, non, je suis clairement pas optimiste, hein, ça c'est sûr, en termes d'écologie en tout cas, et d'environnement. Là, enfin, on voit très bien que les politiques ne font rien ou marchent arrière pour endiguer ce réchauffement climatique, tout ça. Donc, non, moi oui, je suis assez pessimiste et en fait surtout triste quand même. Voilà. Mais voilà, faut qu'il y ait des jeunes qui arrivent, faut que la parole soit entendue de ceux qui vont vivre un peu plus longtemps sur cette terre que les gens qui dirigent actuellement le gouvernement. Exactement. Au niveau littérature, alors je précise parce que je l'ai pas dit en introduction que votre livre fait partie des pépites de Quai du Polar. Donc c'est un roman qui a été remarqué par l'équipe et par la programmation comme particulièrement une nouvelle voie particulièrement intéressante. Au point, on l'a aussi beaucoup remarqué puisqu'il est dans la sélection pour notre prix du Polar européen qui sera donc dévoilé à Quai du Polar et pour laquelle vous êtes en lice. Est-ce que vous êtes un peu boosté pour la suite? Est-ce que vous avez commencé à déjà écrire un autre livre? Est-ce que vous avez eu une idée? Est-ce que vous allez repartir dans une destination lointaine? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou est-ce que vous n'en avez pas du tout envie? Quelle est la suite des événements pour vous? Alors, je commence déjà, oui, à réfléchir au deuxième, pour ne pas rester les bras ballants en attendant de voir ce qui se passe. Donc, ouais, le deuxième, alors j'ai à peu près l'histoire, je vais pas vous la raconter maintenant parce qu'elle n'est pas encore bien structurée, et de toute façon, elle ne le sera pas avant longtemps. Mais ça va se passer, ça va mélanger en tout cas les thèmes de white saviorisme, de mission humanitaire et d'Afrique. Le Voilà. saviorisme, qu'est-ce que c'est? Vous m'avez pas entendu? Alors, oui, si c'est bon. En retard, mais oui. C'est le complexe du sauveur blanc. C'est souvent quand des gens non habilités par le faire, non diplômés ou juste touristes veulent aller s'occuper des Africains, des orphelins au Togo, aller construire des puits pour bien souvent aider, bien sûr, et aussi se donner bonne conscience. Voilà. Donc vous allez rester dans une veine engagée et vous avez bien raison parce que c'est captivant de lire des polars qui sont à la fois impossibles à lâcher et en même temps qui nous ouvrent aussi un peu les mirettes sur bah, des choses qui entravent complètement des principes humains et la bonne marche du monde et voilà l'ordre des choses tel qu'on aimerait qu'il soit et tel qu'il n'est pas.
Mm. Eh ben, j'ai hâte de lire la suite, le prochain. En tout cas, on va déjà commencer par lire Versant Noir. Alors moi, j'ai les épreuves, donc ce n'est pas la couverture du livre, hein, mais il sort mercredi, donc il sera en librairie mercredi. On peut vous voir à l'Humeur Vagabonde le 20 février à Paris. Donc moi, je pense que j'y serai avec grand plaisir. On vous verra à Quai du Polar pour des rencontres, et notamment pour une rencontre, je crois, autour des fameuses pépites de la sélection. Et puis, bah, moi, je me réjouis et je conseille fortement, je crois que les lecteurs et lectrices et les personnes qui sont là à nous écouter l'auront compris, je conseille fortement votre livre et je salue cette nouvelle collection, donc Impact, chez Hugo. Je remercie eh bien l'équipe de Quai du Polar qui s'est occupée, comme toujours, avec grand talent, d'orchestrer ce live et celle du Point aussi. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés et notamment Tasha Gennaro qui nous a posé une question qui était tout à fait pertinente. Et puis merci à vous, Lison, pépite de Merci à vous, Polar. Et bonne et longue vie à Versant Noir. Et à très bientôt pour trinquer à la sortie de ce super roman. avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.